Salut tout le monde, bienvenue dans un épisode de Grandir en toute simplicité. Aujourd'hui, je reçois Jannick Dumais. On va parler de résilience, de comment des fois des événements dans notre vie peuvent nous aider à grandir, à guérir, à voir différemment justement ces événements-là. On va parler un peu plus du côté mystique, spirituel, mais aussi justement l'importance de revenir dans son corps et tous les apprentissages qu'elle va avoir vécu avec ça. On va découvrir son parcours parce que je pense que c'est quelque chose d'assez particulier, donc on va se laisser guider à travers cette belle discussion. Donc, bienvenue Jannick, j'espère que tu vas bien. Oui, merci. Bienvenue, merci. Donc, pour les gens justement qui te connaissent pas, est-ce que tu nous parlais un peu de ton parcours, de où est-ce que tu viens et tout? Qu'est-ce qui fait qu'on parle justement de ces sujets-là aujourd'hui, dans le fond? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va parler de ce sujet-là? C'est peut-être déjà, en premier lieu, je vais y aller franchement, hein, voilà, c'est Mhm. la mort de notre fils aîné qui avait 28 ans en août 2020. Donc, c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui en train d'en parler parce que c'est ça qui a fait aussi que j'ai écrit des livres. Mais quelque part, la résilience, elle a été là avant dans ma vie. J'ai eu une enfance dans un milieu très aisé. Où il y avait beaucoup d'amour et aussi de la maltraitance. Donc, quelque part, la résilience, elle a commencé là. Euh, Elle a commencé aussi quand j'ai eu un cancer en 2015. Alors, c'était pas un cancer au stade trop avancé, mais quand même, un cancer du Mhm. sein. Enfin, tu vois, quand tu as le mot cancer, tu es toujours un peu. Voilà, ça te fait un peu penser à la mort et à plein de choses. Donc, on va dire le cancer, ça a été mon test, peut-être. Et puis, bah, la mort de mon fils 5 ans après, qui est mort d'un cancer aussi, là, c'était le grand bain, on va dire, le très grand bain, la tempête, le plongeon. Mais quelque part, ce parcours de résilience, il a toujours été là. Et Mhm. je dirais, c'est aussi peut-être ma façon d'avancer dans la vie qui a fait que j'ai toujours rebondi, j'ai toujours trouvé des ressources un peu, voilà, pour moi, là, dans la vie, c'était l'ombre et la lumière. Donc, il y a des zones difficiles, il y a des parcours chaotiques, il y a des moments qui te chamboulent. Donc, voilà, j'ai 61 ans aujourd'hui, donc j'ai quand même parcouru pas mal de choses. Je suis partie aussi, donc j'habite en France, moi, c'est pour ça que j'ai pas le même accent. Et je suis partie vivre en Australie. J'avais quel âge? J'avais 27 ans avec mon chéri. On est partis tous les deux. On a vécu là-bas 5 ans. On a eu les enfants. Donc, c'était un choix. On a émigré là-bas. Et puis, en même temps, ben, tu te prends un peu des claques parce que c'est pas la même culture, parce qu'il y a l'anglais, ben, je crois que je parlais bien anglais. Puis, en fait, tu comprends pas toujours tout quand même. Donc, c'est cette résilience, pour moi, c'est cette façon, en fait, de rebondir, de s'adapter et puis, effectivement, d'apprendre, en fait, de chaque expérience. Alors, Mhm. bon, voilà, quand tu émigres, quand tu vas très loin de chez toi, bon, quand on est parti en Australie, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment plus difficile, je dirais, que maintenant, où tu peux avoir ben, ce qu'on a comme ça, à je sais pas combien de kilomètres, de pouvoir être connecté. Il n'y avait pas ça. Si, il y avait encore les cabines téléphoniques avec les pièces et puis on pouvait appeler la famille. Et puis même, alors j'étais déjà aussi partie de chez moi à 12 ans, j'étais partie en pension à 600 kilomètres de chez mes parents, ce qui en Mhm. France c'est beaucoup, 600. Enfin, au Canada Ouais. c'est peut-être différent, mais et c'était un choix, mes parents ne voulaient pas, mais moi je voulais partir, j'avais envie de voir autre chose en fait que là où Mhm. j'étais. À 12 ans Et quand même. voilà, donc c'est des départs comme ça qui donnent une ouverture. Et puis, en même temps, ben, et qui sont pas forcément très confortables, qui peuvent être chaotiques parce que bah, il y a la distance, et il y a cet éloignement. Et finalement, tu vois, c'est marrant parce que c'est en t'en parlant aujourd'hui que je fais le rapprochement avec la mort de mon fils, où, bon, là, c'est un départ vers, on va dire, l'invisible. Donc, moi, j'ai côtoyé déjà, je vais dire, l'invisible, j'ai travaillé sur moi pendant des années. Et donc, le parcours de résilience, c'est aussi ce parcours qui te fait cheminer, donc peut-être développement personnel, développement spirituel, en tout cas rechercher quelque chose pour avoir plus de paix dans ma vie, quelque chose pour avoir Mhm. plus de joie. Et donc, j'ai fait du Reiki, je crois que je me suis initiée en Reiki en 2000, donc ça date déjà un petit peu, mais bon, c'était toujours personnel. Et finalement, je me suis lancée professionnellement en 2014 avec des massages bien-être, avec des soins énergétiques, donc ça a démarré là. Donc, je côtoyais déjà un petit peu l'invisible, mais pour mes clientes, en fait, pas vraiment pour moi, Mhm. quelque part. Et quand mon fils est mort, bah, là, c'était ah oui, lui, il est parti vraiment en voyage là dans l'invisible. Ok, où est-ce que je le retrouve? Qu'est-ce qui se passe ici pour moi? Donc voilà le parcours de résilience. J'essaie de le faire court un peu parce Ouais. que raconter 61 ans en Ouais, quelques minutes, exactement. c'est compliqué. Puis Mais ouais. justement, tu sais, comme là, tu dis que
tu avais déjà un peu cette ouverture-là par rapport à l'invisible, par rapport au fait que tu allais pouvoir connecter avec ton fils et tout, mais comment tu as vécu cet événement-là qui, justement, tu sais, habituellement, je pense que un parent voudrait pas voir son fils partir avant lui, tu sais, voir ses enfants partir avant lui. Fait que comment tu l'as vécu? Puis c'était quoi, justement, tu sais, comme, juste de la façon dont t'en parles, c'est comme si tu savais déjà je vais pouvoir le retrouver ou je vais, tu sais, comme, c'était quoi cette relation-là, en fait, que tu avais à ce moment-là? Alors, honnêtement, vraiment, avant le moment de sa mort, Tu j'avais disais pas pas du ça, tout là. ça en tête. Ouais, Et c'est ça. d'abord, en fait, avec tout ce que j'avais comme connaissance, comme bagage, on va dire, et puis bon, les femmes que je connaissais pour m'aider en énergétique, je ne voyais que sa guérison. Honnêtement, Mhm. je ne le voyais pas mort, quoi. Et je me disais, oui, il va y avoir un miracle, Mhm. il va guérir. Et c'était inimaginable de penser à sa mort. Même si en arrière-fond, quand je retrouve, j'avais pressenti sa mort. Mais j'étais pas Ouais. du tout dans, oh oui, il va mourir, c'est pas grave, je vais dialoguer avec lui C'est après. ça, Non, exact, là. j'étais pas du tout là-dedans. J'ai une amie qui m'a parlé, donc c'était à peu près un mois avant sa mort ou un mois et demi, enfin quand il a été hospitalisé début juillet, il est mort début août, donc c'était vraiment rapide. Et à ce moment-là, donc, je l'ai eu au téléphone et elle me parle du livre tibétain de la vie et de la mort que j'avais déjà lu à l'époque de la mort de ma mère et donc du détachement, etc. Et je lui dis oui, oui, je connais. Et en fait, quand j'ai raccroché, je dis mais elle me saoule, quoi. Elle me parle du détachement, là. Non, mais elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Là, mon fils, il va peut-être mourir. Même si je ne voulais pas me le dire, je le sentais quand même. J'en ai rien à faire, là, du détachement. Enfin, c'était vraiment même quand tu as toutes ces notions-là de la connexion avec l'invisible, oui, la vie continue, là, tu es là, tu as ton fils devant toi qui est un homme, hein, il avait 28 ans, c'était pas un petit bébé. Euh, mais quand même, enfin, voilà. Tu vis des émotions, t'es connecté, Là, t'es pas là, juste t'en as en rien mode, à faire du c'est ça. détachement, quoi. Bah, vraiment, moi, c'était... Non, là, j'étais là, c'est pas possible, quoi. Alors, ce qui m'a aidé à ce moment-là, je dirais, la période avant sa mort, j'avais quand même cette prière du lâcher prise, cette prière de l'abandon, c'est je m'abandonne, voilà, à Dieu, à l'invisible, à l'univers, à la vie, et voilà, que la volonté divine se fasse, en fait, que la Mhm. volonté, mais pas dans un sens que j'abandonne, moi, mais je me laisse aller à l'expérience et je sais qu'elle va m'emmener quelque part, je ne sais pas où, je pète de trouille. Et là, à ce moment-là, c'est même pas une histoire de croire ou pas croire en l'invisible, il y a rien, quoi. Et puis pour moi, c'était vraiment d'être dans ce quotidien, puisqu'à la fin, enfin, grosso modo, le dernier mois, j'étais tout le temps avec lui Mhm. avec voilà, des petits relais avec mes enfants ou mon mari. Et puis les 15 derniers jours, on a été tout le temps auprès de lui. Donc, à ce moment-là, c'était juste d'être dans le quotidien. Tu parlais d'être avec le corps, tu vois, donc d'être là, d'être présent. euh, d'être comme une perfusion humaine auprès de lui, en fait. C'était juste ça, en fait, d'être présent. Mhm. Et puis, en fait, il était toujours là. Donc, c'était encore ben peut-être, voilà, il va pas bien, mais s'il se remet, peut-être il faudra faire des cures, peut-être il faudra l'aider, peut-être ce sera long, mais voilà, j'étais complètement dans cette perspective. J'étais pas Mhm. du tout euh, dans dans le lendemain. En fait, je crois que quand tu vis quelque chose d'aussi intense, euh, oui, il y a des moments où peut-être il y a ton cerveau qui imagine des plans plus tard, mais en fait, quand c'est trop intense, tu es juste dans le quotidien. Mhm. Même moi, quand j'ai eu le cancer, si tu veux, c'était juste dans le quotidien. Euh, bon, j'ai eu des rayons, mais j'ai pas eu, j'ai eu juste une chimio, j'ai pas eu autre chose. Et puis, je faisais des soins d'argile, je prenais des compléments alimentaires. J'étais juste dans le quotidien. Comme Je dans pouvais pas jour me après projeter, jour. quoi. Ouais. C'était vraiment t'es dans le vivre au présent. Mhm. T'es vraiment dans le vivre au présent, t'es là parce que c'est trop intense, tu sais pas en fait ce qui va se passer après, tu connais pas l'issue. Tu as envie d'imaginer qu'il va y avoir la guérison, tu as envie de voir ça et effectivement, tu peux peut-être te projeter là-dedans, mais c'est tellement intense et puis ton quotidien il est tellement bouleversé, bousculé, que quelque part, tu n'as pas le temps de réfléchir à autre chose. Mhm. Tu es juste à gérer, puis ben, tu vois, bon, le fait d'être auprès de lui, euh, il fallait gérer j'étais plus à la maison, parce qu'il n'habitait pas dans la même ville que nous. Enfin voilà, donc ton quotidien aussi, il est bouleversé. Donc, tu as grosso modo l'intendance, la régie, ton entreprise, enfin tout ça,
parce que mon mari est indépendant, moi aussi, donc c'était pas, on n'était pas en congé. Enfin, voilà, on avait aussi ça Ouais. à gérer. Appeler le voisin pour qu'il s'occupe des trucs. Enfin, voilà, t'es dans une gestion du quotidien qui est tellement prenante et tu donnes complètement ta présence. Donc, soit pour toi quand c'est toi qui n'est pas bien, soit quand c'est l'autre. Il n'y a pas de place forcément pour imaginer autre chose après. Et c'est ça, en fait. Pour moi, c'est la même chose que quand les enfants sont nés. Quand tu as ton bébé dans les bras, tu es un peu bousculé, tu es un peu bouleversé. Mais finalement, tu as juste le temps de l'allaiter, de le changer, de dormir un peu, et puis tu fais au jour le jour. Et après, moi, quand je revois, donc on a 3 enfants, quand ils étaient petits, je me dis, oh, mais comment j'ai fait quand j'étais petite? Mais en fait, j'ai vécu, quoi, en fait. J'ai vécu Hmm. dans ce moment présent d'être avec eux. Alors, bien sûr, tu regardes un peu l'avenir, tu regardes un petit peu autre chose. Mais malgré tout, ce qui te permet d'avancer, c'est d'être dans la présence au quotidien, D'être tu vois, pleinement à l'instant là, présent. Ouais. exact, dans le moment, puis pas te dire, bon, mais là, tout d'un coup, qu'il se passe ça, ou de vraiment le vivre, tu sais. Puis justement, ça s'est passé comment par la suite de, tu sais, après avoir vécu vraiment ces moments-là intenses, comme des derniers jours et tout, comment que ça s'est passé, puis justement, comme pour après ça, t'amener finalement vers l'écriture avec Oui, ton alors fils, c'est là. resté intense, mais au moment de sa mort, donc il est mort devant nous, et au moment de sa mort, alors c'est comme si j'avais un peu oublié tout ce que je savais. Tu vois, tout ce que je croyais avant, tout Ouais. ce que j'avais pu déjà vivre avec les morts dans ma famille, tout ce que j'avais pu déjà ressentir, c'était comme si, OK, c'est une remise à zéro, quoi. Mise à jour, tu sais plus rien. Qu'est-ce que tu vis maintenant? Et en fait, c'était immédiat. J'avais beaucoup de doutes aussi en même temps. J'étais plus sûre de rien, quoi. J'avais plus aucune Mhm. certitude. Donc, c'était tout réapprendre quelque part. Et en même temps, c'était évident. euh, qu'il y avait autre chose, quoi, qu'il était là, qu'il y avait autre chose. Et oui, son corps, il n'était plus là. Et donc, ça paraît tellement invraisemblable. Ouais. C'est pas possible, quoi. Un corps qui s'arrête. Moi, c'était la première fois que je voyais un corps mourir, quelqu'un mourir. C'est pas possible, quoi. J'ai déjà vu des dépouilles. Et à chaque fois, quand j'ai vu des dépouilles, je me suis dit, mais non, mais c'est pas la personne que j'ai connue, ça c'est sûr, elle est ailleurs, elle est autrement. Donc Ouais. là, il y a eu ce truc immédiat et puis ce ressenti qui a vraiment autre chose et aussi cette envie de partager parce que forcément, quand c'est un jeune homme de 28 ans, ses amis autour de lui, il pouvait y avoir de la colère, tu vois. C'est pas juste, c'est de l'injustice. Et en fait, je me suis dit, moi, mais il n'y a pas de justice ou d'injustice. Ça est, c'est comme ça. Cette mort, elle est là. Maintenant, qu'est-ce que je vais créer avec? Et donc là, il y a eu cette ouverture qui est venue, mais plus, euh, c'est comme si j'avais pas été puisée dans ce que je savais avant, mais plus, voilà, je réapprends tout. Je redécouvre tout avec lui, avec ça qui est là et qui effectivement, tu vas dire, bah, c'est pas logique. Normalement, c'est les parents qui meurent avant. Voilà, c'est pas le plan qui est prévu. Et en même temps, bah, la vie, c'est jamais tout prévu. Ça bouge tout le temps. Mhm. Et puis, enfin, ça sert à rien, même maintenant, même si je me le dis encore, il y a des jours où je me dis, mais merde, pourquoi c'est pas moi qui suis morte avant lui? Enfin, voilà, c'est pas juste. Et puis, bah, non, en fait, c'est comme ça, il n'y a pas d'ordre, et la vie, elle vient toujours nous bousculer. Bon, donc au départ, finalement, je me suis mise à écrire. Je me suis mise à écrire pour le jour de l'enterrement, euh, parce que je me disais, mais bon, j'ai déjà été à pas mal d'enterrements avant, donc je sais bien, il y a quelqu'un qui parle, qui raconte la vie de celui qui est mort et tout ça. Et je me dis, mais qui va parler, quoi? Son frère et sa sœur, mon mari, c'est pas des trop bavards, et puis il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Et je voyais pas quelqu'un d'autre même qui allait lire ce que j'avais. Je sais, je vais parler, ça c'est sûr. Mhm. Et je me suis dit, il y a trop de choses là, il faut que j'écrive. Et donc j'ai commencé à écrire, à prendre des notes. Et puis, effectivement, donc j'ai dû parler au moins 20 minutes le jour de l'enterrement. Et puis, je voulais partager ça aussi, enfin, quelque part, la douceur et la paix qu'on a eue aussi les derniers jours de son hospitalisation. Et puis, en fait, après, ben, j'ai continué à écrire. Mais c'était comme écrire pour me dire, je suis en train de vivre le truc le plus fou de ma vie, c'est-à-dire le plus invraisemblable, le plus inconcevable, le truc le plus
inconvenant presque. Enfin, tu vois, ça convient pas, quoi, qu'une mère, elle enterre son enfant, quoi. Ça Mhm. convient pas. Donc, c'est dans ce sens de, euh, ouais, inconcevable. Et, et donc, c'était pour aller observer, pour pas justement sombrer dans cette folie, quoi, cette folie, parce que c'est tellement intense, c'est tellement bouleversant. Je me suis dit, il faut que je prenne des notes, mais comme quand je suis partie en Australie où j'avais fait un carnet de voyage, ou donc là, c'était quelque part un voyage euh, dans un monde qui pour moi ne pouvait pas exister, quoi. Le monde d'être un parent orphelin de son enfant. D'ailleurs, on n'a pas de mot en français pour ça. Bon, alors il y a pas mal de personnes qui mettent mamange ou parent ou papange, parange, en fait, Jamais c'est tout. entendu. OK. Mais alors en France, ils le proposent, je ne sais pas s'il est déjà dans le dictionnaire. Euh, je trouve que c'est assez sympathique pour les morts enfin, périnatales, tu vois. Bon, Mhm. oui, on dit c'est des petits anges. C'est vrai que moi, mon garçon, c'était un gars de plus de 2 mètres. J'ai du mal à le voir en ange, tu vois. J'ai du mal. Donc, bon, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et, euh, et donc, c'est quand même quelque chose de complètement inattendu, bouleversant. C'est Mhm. vraiment un tsunami. Donc, écrire, ça me permettait de ne pas perdre pied quelque part. Ça me permettait aussi de déposer. Donc, il y a des gens qui me disent, oui, c'était comme une thérapie pour toi. Alors, oui, il y a ce côté thérapeutique parce que tu écris. Et c'était aussi pour moi vraiment avoir cette position de, je suis en train de vivre le truc. Et je suis aussi en train de l'observer. J'observe ce qui se passe, je note, je... Donc, j'ai tout écrit, aussi bien les émotions que ce qui se passait dans mon corps, que les interactions que je pouvais avoir dans la journée. Et c'est vrai que c'était d'abord un monologue, et puis en même temps, ben, dans ce que j'écrivais, c'était aussi, j'écrivais tout ce que j'avais dans la tête, c'est-à-dire parle-moi. Donc je m'adressais à mon fils et je lui disais, ben, parle-moi, montre-toi, dis-moi où tu es, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer tous les deux, quoi, maintenant que tu n'as plus de corps. Et moi, ici, avec un corps, qu'est-ce qui est possible? Puisque ma philosophie de vie, quand même, ça a toujours été, sans que j'y réfléchisse, c'était, ben, voilà, on est sur Terre pour être heureux. Facile à dire, c'est pas aussi simple dans la pratique. Il y a beaucoup d'embûches, il y a des choses qui se mettent en travers, mais pour moi, ça reste ça. Donc, qu'est-ce que ça devient quand la mort, elle vient de visiter de si près? Est-ce que c'est encore possible? C'était vraiment ces questions-là que j'avais, en fait. Et parce que si c'est pas possible, pour moi, c'était autant arrêter tout de suite, quoi. Autant Mhm. me dire, ben, je m'allonge à côté de lui, donc ouais, tu peux faire une petite rechute de cancer, un accident, un truc, voilà. Hein. Même sans tu vois, c'est pas Ah ouais. difficile. Ça peut Ouais. arriver, quoi. Mais c'est de se dire, si c'est pour survivre, si c'est pour ne plus être capable de créer de joie, euh, bah, ça vaut pas le coup, quoi. Donc, il y a cette question qui est quand même venue. Et, et donc, c'était aussi tous les questionnements. En fait, je me suis complètement adressée à lui dans l'écriture et dans mon fort intérieur, en fait, je ne parlais pas soit à un Dieu ou à l'univers ou à la vie ou à la vie. Non, non, je ne parlais qu'à mon fils. Il n'y avait plus que lui, quoi. Mhm. J'étais complètement omnibulée. Et donc, c'était comme un monologue. Et en fait, il a commencé à me répondre. C'est comment que Donc, ça moi, s'est. Comment tu dis que ça a commencé à te répondre? Comme tu l'entendais ou tu avais des signes? Je vais C'était te le quoi? dire, Ouais, je vais te le dire OK. parce que jusque-là, on va dire, c'était beaucoup plus vraiment en séance avec des clients. J'avais ce que j'appelle des informations. Donc, parfois, j'avais une image, parfois, j'avais des mots qui me venaient et je partageais aux personnes pendant les séances. Mais j'avais jamais tellement utilisé ça pour moi-même. Mhm. Et là, en fait, je me souviens parce que la première fois, c'était un matin et c'est un peu comme si j'avais entendu une phrase. Tu sais, quand tu te réveilles, tu n'es pas encore très réveillé, puis tu as une chanson dans la tête. Ou Donc, c'est Ouais. pas... Moi, j'entends pas avec les oreilles, mais c'était plus comme si j'avais une phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Et puis, c'était lève-toi, va leur dire de se relever, vivez joyeux. Je sais plus, c'est écrit dans mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours. Mais, puis, et en fait, je vais ça, je me dis, c'est quoi? Enfin, je savais pas trop si j'étais encore en train de rêver ou pas, tu sais, quand tu es à peine Mhm. réveillée. Et en fait, j'ai tout de suite pris, donc moi, j'écrivais, c'est pas du tout romantique, pas du tout sur un carnet, mais sur mon téléphone parce que c'est le truc que j'avais tout le temps sous la main.
Et donc, j'ai tout de suite noté parce que, tu sais, sinon ça s'en va, tu te rappelles plus, un peu comme un rêve. Et puis, en fait, la phrase, elle s'est répétée. Puis, je me souvenais que, en tout cas, quand il était petit, après plus grand, il était un peu moins casse-pied, mais quand il était petit, il était très, très insistant. Et donc, quand il avait un truc dans la tête, il me lâchait pas, quoi. Donc là, c'était ça, tu vois, m'a répété la phrase, elle est revenue. Je dis oui, oui, ok, je me lève, t'inquiète, ça va aller, je vais y aller, laisse-moi me relever, s'il te plaît. Et donc, c'est comme ça, en fait, que le dialogue, on va dire, a commencé. Et puis, il y a eu quelques ébauches comme ça. Puis, en fait, donc, les 3 premiers mois de ce que j'ai écrit, les 3 premiers mois de mon deuil, j'ai eu l'impulsion aussi de le publier. Et donc, c'est devenu mon premier livre, la première fois que j'écrivais un livre, et qui s'appelle donc Il va y avoir encore tellement de jours. J'ai arrêté donc le texte 3 mois après, le 7 novembre 2020. Et après, en fait, moi, j'ai quand même continué à écrire, indépendamment du processus de publication qui s'était enclenché pour ça. Et en fait, quand j'ai continué à écrire, bah, de temps en temps, il y avait des réponses parce que moi, je continue toujours à lui dire, parle-moi, montre-toi. Et puis, vraiment, ces questions sur, euh, enfin, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose à partir de ta mort? Comment ta mort, est-ce que ça peut devenir un terreau fertile pour autre chose? Quel est le trésor caché ici, tu vois? Euh, je- je- pour moi, c'était un cadeau très, 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 très mal emballé, horrible. Ouais, Mais je sais que là-dedans, j'avais la certitude qu'il y avait un cadeau. C'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté aussi quand j'ai eu mon cancer, même si au départ, c'était pas vraiment un cadeau. Je trouvais que c'était plutôt ouais. un coup de pied au cul qui fait vraiment très, 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 très mal. Malgré tout, voilà, j'ai toujours vu ça comme, on va dire, une expérience qui est là où je vais apprendre des choses. C'est un apprentissage. Et donc, comme ça, toujours ces questions. Et puis, ben, il y avait de plus souvent de ces réponses. Donc, ça se passait toujours par écrit. Et en fait, donc, moi, je parle d'un sujet ou j'écrivais sur un sujet. Puis, je dis, ben, est-ce que tu as quelque chose à me dire à ce sujet? Et puis là, je me mets à taper très, très vite. Et par contre, quand je sais que c'est lui qui va me parler, je mets en italique. Et puis, Hmm. je mets à taper parce que ça va très, très vite. Donc, c'est comme si mes doigts ils tapaient plus vite. Donc, il y a des personnes, c'est pas vraiment, on va dire, l'écriture automatique parce que ça, c'est à la main. Ouais, Euh, on peut appeler ça peut-être une écriture. C'est entre l'écriture automatique et une écriture intuitive parce que quand je tape, ça va vraiment très vite. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile pour moi sur le téléphone que sur le clavier de l'ordinateur où je vois presque plus la feuille, ou enfin la feuille, la page, ouais. l'écran, tu vois, et quelque part je suis un peu plus dans le contrôle. Quand dit que sur le téléphone, c'est très petit, je vois pas tellement et je tape très vite. Bon, je surveille un tout petit peu parce que le correcteur automatique, tu sais, parfois il peut me faire mettre des bêtises. Donc voilà, ça me vient et c'est vraiment pas que j'entends, je tape avec mes doigts. Donc Ouais. c'est comme ça que c'est. C'est comme une canalisation, puis en fait, tu penses pas à qu'est-ce que tu vas écrire, c'est juste Voilà. à l'instant même, je sais c'est quoi la lettre que je dois faire, puis Voilà, j'avance c'est comme ça, ça. là. Ouais. Alors peut-être parfois c'est un mot. Alors ça m'est arrivé de temps en temps d'avoir posé des questions puis j'avais rien pour écrire. Et, et puis alors c'est venu, mais dans ma tête, je te dis comme quand tu as une chanson, mais c'est pas quelque chose que j'entends avec les Ouais, oreilles. ouais. Et puis après, ben, c'est beaucoup plus difficile pour m'en rappeler parce que voilà. Et donc ces messages, ils sont devenus beaucoup plus importants et on va dire à peu près 10 mois après sa mort. euh, et sont devenus vraiment importants. Et c'était plus long, mais c'était toujours en réponse à mes questions. Hmm. C'était pas moi qui étais comme ça en train de rien dire, de rien faire, et puis d'un coup je l'entendais. C'était je lui pose la question et à ce moment-là il me répond. Et puis parfois la réponse c'était aussi il est tard maintenant, on va te coucher. Non, je t'ai déjà parlé à ce sujet, j'ai rien à te dire. T'écoutes pas ce que je te dis, ou tu vois des réponses un peu comme ça aussi. Pas toujours des grandes philosophies de vie et des messages, là. Voilà, parfois c'était ah ça y est, tiens, tu me lâches enfin les baskets. Hmm. Et puis après, ben, c'était juste, je sais plus, c'était juste avant ou juste après les 1 an de sa mort, il y a eu vraiment un message qui était sur le détachement. C'était vraiment oublie-moi, détache-toi de moi, euh, oublie jusqu'à mon prénom. Hmm. Donc vraiment quelque chose de très très puissant, quoi. Et
Donc, ça a poursuivi. Puis moi, je dialogue encore et je dis, bon, ok, d'accord, je t'appelle plus par ton prénom. Est-ce que je peux encore te parler? Est-ce que je suis encore ta mère? Mais là, on a commencé à avoir des discussions vraiment sur un autre niveau, sur un autre Ouais. plan. Et même si parfois, voilà, j'entends bien ces petites boutades ou autre chose qui me fait dire que c'est lui, en fait. Mais c'est plus qui il était. C'est Ouais. plus qui il a été en tant qu'être humain. C'est plus du tout son individualité. C'est vraiment euh, autre chose. Et quand je lui dis, mais qui es-tu? Qui es-tu devenu? Il me dit, mais je ne suis plus un, je suis plus une individualité, je suis une partie du tout. Mhm. Voilà, on arrive à autre chose. Et puis voilà, ça a continué jusqu'à... Et ça continue. Alors, ça s'est un peu ralenti parce que, en fait, il m'a dit aussi, voilà, je serai toujours là quand tu me poseras des questions, mais tu n'es pas obligé de me poser des questions tout le temps non plus. Voilà, voilà, c'est ça, en fait. Donc, il m'a un peu dit, tu es la messagère parce que tu aimes parler, parce que tu aimes bien, mais tu n'as aucune obligation par rapport à ça. Mhm. Donc là, en novembre 2023, il y a eu la publication de L'Envolée, donc mon deuxième livre, où je partage en fait 3 ans, ouais, 3 ans de conversation en fait avec lui. Donc un peu, j'aime bien les remettre, j'ai choisi de les remettre dans le contexte. J'ai pas publié juste des messages, j'ai mis dans le contexte aussi qu'est-ce qui s'était passé avant. Par exemple, on est parti en vacances à la montagne, on a vécu des moments joyeux en famille, et puis je lui pose des questions. Je dis, mais c'est presque déconcertant d'arriver à vivre en famille aussi simplement alors que tu n'es plus là, alors que tu es mort. Mhm. Et il me dit, mais vivez, vivez sans moi. Moi, j'aime bien vous voir. Et puis, de toute façon, je suis là. Enfin, voilà, il y a des réponses comme ça. Et puis après, il y a aussi d'autres conversations qui sont plus sur des sujets euh, par rapport à des expériences que j'ai eues aussi depuis sa mort. Euh, donc, des moments où il est intervenu, en fait, quand j'ai suivi certaines personnes, bon, soit pour des visualisations, des séances, des vidéos, des choses comme ça, et en fait, où il est venu. Donc, ça, c'était des visions et c'était très surprenant pour moi parce qu'en fait, je fonctionne très peu visuellement. Je fonctionne Mhm. beaucoup plus de manière kinesthésique, donc c'est ça qui correspond à l'écriture Ouais. comme ça, qui me vient naturellement. Et là, j'ai eu des visions de lui qui étaient assez difficiles. Et donc après, je l'ai questionné et en fait, il me dit, mais arrête de suivre ça, quoi. C'est pas fait pour toi. Ça, ces outils-là, ils sont néfastes pour toi. Arrête de suivre tout ce qui est toxique. Enfin, voilà, fais silence. Donc, il y a Mhm. eu des choses comme ça aussi. Donc, il y a tout, il y a tous ces partages-là aussi. Par contre, quand je lui dis donc, est-ce que tu pourrais m'aider à retrouver la tasse que tu m'as offerte et que j'ai cassée? Tu crois pas que j'ai autre chose à faire? Voilà. Donc, c'est vraiment pas du tout une communication, on va dire, sur un plan très terre à terre, même s'il me ramène parfois à mon corps. C'est pas une conversation très personnelle pour qu'il m'aide à gérer ma vie au quotidien. Mhm. C'est pas vraiment ça. C'est une gestion de la vie au quotidien, mais à un autre plan, on va dire. Ouais. Et en même temps, il me rappelle à mon corps. Donc, il me dit, purifie-toi, fais de la place. Mais c'est pas, il vient pas dans quelque chose comme si j'avais des conversations avec lui avant. Ouais, exact. C'est plus. Ouais. Ben c'est ça, comme tu dis, c'est comme un autre plan. C'est pas nécessairement, ah, OK, on fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est comme ça reste que c'est des discussions quand même plus profondes, puis plus, tu sais, comme justement sur la vie généralement, et pas, comme tu dis, comme sur ta Voilà. tasse que t'as perdue, là, tu sais. Puis Voilà. justement, t'as vécu comment? Parce que tu sais, tu me disais un peu avant le podcast que, tu sais, ça a été quand je 3 ans de contact avec lui, de plus de, comme tu dis, un peu plus hors de ton corps, mais qui te ramenait dans ton corps. Tu sais, fait que ça a été quoi? Tu sais, tu m'as parlé d'une expérience que tu as vécue après qui t'a vraiment plus ramené dans ton corps, puis l'importance d'être dans ton corps. Est-ce que tu nous en parlais un peu Alors, en plus? même temps, je suis toujours très terre à terre. J'ai un éveil, on va dire, spirituel. Et en même temps, je suis quelqu'un de très terre à terre. J'habite à la campagne. Ça veut rien dire, hein. Tu peux habiter à la Ouais, campagne c'est et ça. pas du tout en terre. Mais bon, j'ai fait beaucoup. On fait du jardin, on fait du potager bio. J'aime bien cuisiner. Donc, je peux avoir, par exemple, des messages avec lui au moment où je suis en train de cuisiner. Et puis, je vais lâcher les légumes et puis je vais prendre mon téléphone et je vais écrire. Et c'est pas les moments où j'ai des conversations avec lui, c'est pas du tout forcément. Enfin, c'est pas du tout assise en tailleur avec 5 bougies d'allumées, le petit hôtel, etc. C'est pas du tout ça, moi. Donc, j'ai toujours eu ce côté très dans la matière. Voilà, j'aime manger, j'aime danser, j'aime marcher, j'aime jouer. Euh, et, et c'est vraiment allier ça.
Euh, j'ai perdu le pédale. Non, pas de problème. Que dans le fond, tu disais, c'est ça que t'étais comme dans ton... Que finalement, t'aimais bien, dans tu sais, comme je disais, tu vivais quand même Oui, dans dans ton mon corps, puis ça se corps. passait bien, puis que, mais comme justement, des fois, comme tu peux te dire, ça fait 3 ans que t'es en contact avec lui, des fois, ça peut t'amener à dire, ah, ben finalement, est-ce que je suis comme plus en connexion avec l'au-delà, si on peut dire, ou si je suis vraiment, justement, je reviens en tant qu'humain dans mon corps aussi, comment tu le vivais, justement. Alors, j'ai quand même été rappelée aussi au corps parce que, bah, c'est tout bête, mais donc lui, il avait 8 ans, il habitait déjà tout seul, il avait un appartement de 75 mètres carrés, donc déjà, on a récupéré, voilà, toutes ses affaires. Donc, toi, il y a eu tout ça à gérer aussi au début, donc tu as, aussi plein de choses dans la matière à gérer. Il avait beaucoup de plantes vertes, alors j'ai récupéré ces plantes, mais pas n'importe quelle plante, hein, des plantes très particulières qu'il avait trouvées à droite à gauche, donc voilà, je prends soin de ces plantes. Donc, il y a tout ça qui est là. Et puis lui, dans ses conversations, c'était aussi, non, mais pas ce soir, là, tu vas dormir, j'ai rien à te dire ce soir. Donc, reviens, repose-toi, arrête de partir dans plein de trucs. Et beaucoup, beaucoup dans ses injonctions, et c'est pour ça que j'ai appelé un des chapitres du livre le silence, parce qu'il m'a ramené beaucoup au silence. Mais le silence, c'est pas zéro bruit et on n'entend plus rien. C'est au contraire, c'est le silence de tout le brouhaha du mental, le silence de euh, tout ce qu'on peut entendre à droite à gauche et vraiment écouter à l'intérieur, écouter son corps. Et, et peut-être ce qui m'a le plus ramené au corps, parce que lui m'a invité un peu à ce silence, à cette purification, et j'ai pas trouvé mieux que de partir en randonnée, en fait. Mm. Donc une randonnée de 8 jours en solitaire, avec le chien quand même. Et, et la randonnée, je m'étais dit, ah, je vais vivre vraiment un extase avec lui. Enfin, ça va être vraiment, je vais être en communion avec lui. Et en fait, bah Une non, aventure mystique et... ouais, bah, l'aventure mystique, elle m'a ramenée au corps parce que même si je connaissais bien mes chaussures et que, bah non, je sais pas pourquoi, j'ai eu des ampoules. Je marche tous les jours, mais j'ai eu des courbatures. Et donc, c'était aussi me ramener au corps. Et puis, en plus, j'ai eu, bon, enfin bref, pour des problèmes logistiques, j'avais pas pris le bon câble pour charger mon téléphone. Euh, et mon téléphone enfin, se déchargeait très vite et j'avais pas le bon chargeur pour le recharger. Donc, en fait, j'étais un peu déconnectée aussi. Euh, et donc, j'étais vraiment là avec mon corps. Donc, je ne pouvais plus vraiment me servir. J'étais tellement fatiguée que j'arrivais même pas à taper des messages. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans le corps. Donc, ça, c'était une expérience vraiment intéressante. Et d'ailleurs, ça m'emmène sur un autre livre que je suis en train d'écrire depuis le mois de novembre. Mais oui, c'est ça en fait. C'est l'invitation, c'est vis avec ton corps et arrête d'être en train de me pleurer. Arrête de faire semblant aussi qu'il n'y a que le plan humain. Mm. Tu vois, c'est vraiment. J'ai eu l'autre jour, j'ai vu un commentaire là sur mon livre L'Envolée. J'ai vu un commentaire de quelqu'un qui m'a mis, ah, j'ai préféré le premier. J'ai eu du mal à. Il était un peu trop long, celui-là, j'arrive pas à suivre. Au début, bon, j'aime pas trop quand tu vois un commentaire comme ça. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est ça, parce que là, dans ces conversations que j'ai avec lui, on a un niveau d'exigence au-dessus, quoi. Dans mon premier Un livre, niveau oui, de conscience. je parle parce que ça existe. J'ai les moments de pleurs, j'ai les moments où je me dis, mais je me sens coupable. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, en tant que mère, pour faire que mon fils il devienne malade? Je n'ai pas dû m'occuper assez de lui. J'aurais pu le guérir avec tous les outils que je connaissais. Donc, voilà, c'est des relents de culpabilité qui peuvent être là, de regret, de se dire, mais non, ça aurait dû être autrement. Tout ça, ça peut être là. Là, dans l'envolée, et c'est-à-dire j'ai appelé l'envolée parce que quand je parle de lui, comment il était physiquement, je dis son prénom. Donc, Louis, je n'ai pas changé son prénom dans mes livres et j'en parle ouvertement. Par contre, quand je parle de ces messages, c'est plus Louis, donc mon fils que j'ai eu sur Terre, mais j'appelle l'envolée, en fait. Mm. Et là, l'invitation, elle est vraiment à un niveau d'exigence au-dessus, c'est-à-dire ne plus être juste en 3D, mais être vraiment dans toutes les dimensions. Mais sauf que souvent, on se dit, et ce que tu me disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on part dans du spirituel et quelque part, on oublie les 3 premières dimensions et on commence que à 4, 5, 6. Mais non, multidimension, c'est aussi un 2, 3. Ouais. Et donc, C'est c'est aussi de vraiment aller revenir. inclure ça.
Et c'est ça qui est le challenge. Et tu parlais de résilience, mais c'est ça la résilience. C'est aussi de ne pas partir dans 4 5 6 et jusqu'à 1000 et des millions, mais c'est de rester aussi dans un 2 trois. Donc, en fait, c'est l'exigence par rapport à moi, ce que j'appelle ceux qui restent incarnés et ceux qui restent sur Terre. Mhm. Ouais, le challenge, il est là aussi. Et puis, en même temps, ça peut se faire de manière très simple. C'est de revenir Ouais. à la simplicité. Pour l'instant aussi, ce qui m'a aidé par rapport à ça, euh, bah, c'est quelque part un isolement. Alors, c'est pas une retraite, bon, et c'est passé aussi qu'il est mort au moment du Covid, donc il y avait les histoires de confinement, Mhm. etc. Donc, ça a créé ça, ce qui n'était pas très facile non plus au début, parce que j'ai eu moins de visites, et puis j'ai eu plus de visites téléphoniques, que parfois, j'avais pas forcément envie de parler, j'aurais juste voulu qu'on me prenne dans les bras, et puis bon, Ouais. voilà, c'était compliqué. Et en même temps, ça m'a permis d'avoir un peu plus d'isolement pour pas non plus entendre tout ce que les gens allaient me dire. Et ce que les gens peuvent dire encore. Ah, elle a perdu son fils, mais c'est horrible, c'est terrible, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi quand il parle de silence. Et moi aussi, c'est ça que j'ai choisi au début, c'est j'ai fait silence par rapport à ça. Donc par rapport à moi, tout ce que je pouvais avoir comme idée sur la mort et sur la mort d'un enfant, et aussi sur tout ce que les gens me disent et peuvent continuer à me dire, tu vois. Mhm. Euh, donc, lâcher complètement ça aussi. Bah, pas se dire, mais au lieu de dire c'est horrible, au lieu de dire c'est terrible, j'ose pas imaginer, plutôt en fait se taire et juste dire, mais en fait, qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce que Mhm. je suis véritablement en train de vivre? Plutôt Parce que que qu'est-ce que souvent, tu crois que tu dois ressentir ou dire à la personne, voilà, en fait, là. Ouais. souvent, quand il y a un événement comme ça, aussi intense, ben, on se met à ressentir ce qui est attendu, ce qui est convenu, ce que les autres nous ont raconté, et, et au lieu de vivre, mais qu'est-ce que je suis vraiment en train de ressentir? Parce que, par exemple, moi, pour le cancer, bon, c'est sûr, j'ai entendu le mot cancer, alors j'avais toutes les projections qui étaient là, mort, douleur, la chimio, tous les trucs comme ça. Puis, en fait, moi, j'avais mal nulle part. Hmm. J'avais pas mal. J'avais pas mal. Après, bon, comme on m'a opéré, voilà, il y a eu l'opération qui a fait que j'ai senti quelque chose. Et puis en plus, après, j'ai attrapé une infection. J'ai attrapé un staphylocoque après l'opération. Donc, j'ai attrapé à l'hôpital. Alors là, j'ai senti un peu plus mon sein et tout ça. Mais avant, en fait, j'avais rien. C'est une maladie qui ne se voyait pas, en fait. Et quelque part, mon fils, c'était pareil parce que lui, ça se voyait pas tellement. Bon, il avait les médicaments, il avait un traitement, on appelle ça la trithérapie. Enfin, voilà, c'était pas les chimios classiques. Donc, il était fatigué, mais quand tu le voyais physiquement, ça ne se voyait pas. Il n'avait pas de gêne particulière. C'est pas comme s'il avait eu un cancer de l'œsophage. Donc, lui, c'était un cancer de la peau qui est passé au cerveau. Mais juste le dernier mois où ça a été compliqué parce que là, il a eu des maux de tête, etc. C'est pour ça qu'il a été hospitalisé. Mais il n'avait pas de douleur. Donc, ça ne se voyait pas. Donc, tu ne te rends pas compte, en fait, qu'il y a Mhm. quelque chose. Mais il y a ce que tous les gens vont te dire aussi. Et ça, si tu dis aux gens avant, ben, je vais peut-être mourir, mais les gens, ils vont se jeter sur toi, ah, ma pauvre, mais c'est terrible. Moi, je sais que quand j'ai eu mon diagnostic du cancer, il y a certaines personnes de la famille enfin, dans les proches, dans le cercle proche, que j'ai presque été obligée de consoler, Alors que enfin, c'est de toi qui vivais rassurer. plus. Ouais, Alors c'est que ça, c'est moi qui exact. vivais Ouais. le truc, tu vois. Donc, c'est pour ça, en fait, nous, quand tu vis dans le truc, tu es en train de le vivre, et puis les autres, il y a toutes les idées. Donc, T'es toi, quand ça conscient. t'arrive, tu as toutes les idées de tout le monde, de la société, de avant. Ah ben oui, un enfant, ça doit pas mourir avant ses parents, et 28 ans, c'est pas juste, etc. Donc, tu entends tout ça, et puis en fait, ben, qu'est-ce qui se passe en vrai? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que toi, tu ressens vraiment? Qu'est-ce Comment que tu le moi, je vis? ressens? Ouais. Alors oui, Puis, je peux ressentir que c'est injuste, oui, je peux ressentir que ça me plaît pas, etc. Et puis en même temps, c'est là. mhm. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais passer le reste de ma vie à me lamenter? Ou est-ce que je vais dire, OK, si moi je suis en train de vivre cette expérience, c'est que j'ai peut-être quelque chose. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Et qu'est-ce qui se passe là? Et donc, le Exact. miracle que je demandais qui guérisse, ben, c'était pas ça, mais le miracle, ben, c'est ça, c'est ces conversations. Alors, oui, bon, bien sûr, il y a des jours, il y a des moments où je me dis, bon,
Waouh, on aurait pu faire un autre miracle quand même, hein? Oh, c'est ça. On va choisir qu'il reste là quand même. Mais c'est comme si ça me fait vraiment réaliser en même temps le côté que c'est pas parce qu'on le voit pas que ça existe pas. C'est pas parce Ouais, qu'on le ressent pas nécessairement que ça, tu sais, comme tu dis, par exemple, avec le cancer du sein, avec ton fils, c'est comme c'est pas parce qu'il est plus là ou parce qu'on voit pas la maladie ou que ça n'existe pas. Mais après ça, c'est comment j'ai envie de le vivre, comment j'ai envie de connecter avec cette partie-là, comment que finalement t'arrives à vraiment justement comme retourner dans ton corps et dire comment moi je le vis en ce moment, comme qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, puis pas nécessairement dire qu'est-ce que les gens autour me disent, qu'est-ce que eux ont peur, puis que là ils projettent des choses, c'est comme au final comment que toi tu le vis, puis comment tu as envie de poursuivre ta vie avec ça aussi, tu sais, fait que c'est vraiment ouais. des beaux Et disons apprentissages. que là, c'est sûr que le fait qu'il meure à 28 ans, c'est jusqu'ici, la mort, je l'avais pas trop questionné, tu vois, quand mes parents sont morts, quand j'avais pas trop remis en question la mort, en tout cas, je l'avais pas questionné. Tandis que là, je dis, oh là, toi, t'es venu là, toi, t'es venu, t'es Mhm. venu, t'es venu emporter mon fils, comme on peut dire, ou en tout cas, il t'a suivi. Dis donc, toi, t'es qui vraiment? C'est quoi vraiment la mort? Et je suis Ouais. venue vraiment la questionner. Et quelque part, on a quand même cette vision de la mort. Enfin, en tout cas, en France, je ne sais pas, peut-être au Québec, c'est à peu près la même chose, mais c'est quand même quelque chose qui est vu comme négatif, que c'est un échec, Mhm. que c'est une catastrophe, que c'est un drame. Alors pour moi, je ne dis pas que les circonstances de la mort peuvent être dramatiques. Tu Ouais. vois, les accidents, quand c'est un assassinat, quand c'est des choses comme ça, enfin voilà, c'est dramatique. Mais la mort en soi, c'est juste un passage. Puis même si tu crois à rien après, en tout cas pour ce qui reste, c'est un passage. C'est un pas On vers va la tous s'y sagesse. rendre, ouais, c'est ça. Voilà. Et puis en même temps, quand tu regardes bien, on doit tous y passer. Ouais. Donc, c'est arrêter de faire semblant que ça n'existe pas, quoi. Ouais. Alors, c'est sûr que oui, tu as tes préférences. Tu dis, bah, je préférais que ça arrive beaucoup plus tard. J'aimerais bien être toujours auprès de ceux que j'aime. Et puis, c'est aussi une autre façon pour moi d'aller regarder l'amour, c'est-à-dire, quand tu vois, il me parlait du détachement, parler du détachement. Oui, voilà, quelques jours avant sa mort, le détachement, ça ne me plaisait pas du tout. Ouais. Mais c'est vraiment le véritable amour, il est détaché. Moi, j'avais quand même cette philosophie qui m'était venue avec ma mère, qui nous lisait le prophète de Khalil Gibran, avec vos enfants ne sont pas vos enfants. Vous êtes l'arc et ils sont les flèches. Donc, Hmm. voilà, nous, on les a laissés devenir très autonomes. Bon, après, là, l'autonomie est partie un peu loin, quoi, tu vois. Ouais. Mais quelque part, c'est aussi de se dire, parce que souvent on peut entendre des parents qui disent, mais je ne peux pas vivre sans toi, ou ça peut être pas qu'avec des parents, ça peut être avec un conjoint, ou même avec ses propres parents, dire, ah, moi je ne pourrais pas vivre sans mes parents. Ben si, en fait, tu peux. Mhm. Et c'est aussi faire porter un poids. Si tu dis à tes enfants, je ne peux pas vivre sans vous, ben, tu vois, bon, après nous sommes partis vivre loin de la maison, mais c'est un poids que tu imposes aux autres. En fait, c'est pas vrai. Je peux très bien vivre sans toi. Simplement, j'aime bien vivre avec toi. J'aime bien que tu sois là. J'aime bien partager des moments. Je préfère partager des moments de plaisir avec toi. Et en même Ouais. temps, ben non, tu peux partir. Moi, je dis ça parce qu'évidemment, je suis partie en Australie. Tu vois, je suis partie à 18 000 kilomètres de ma famille quand j'étais jeune. Et voilà, notre plus jeune fils, à un moment, il était parti. Il voulait partir en Nouvelle-Zélande. Bon, pour l'instant, il n'est pas parti, mais ben, c'est OK, quoi. Tu peux partir vivre à l'autre bout du monde. Je n'ai pas besoin de toi. Mhm. C'est un plaisir, j'aime bien. Alors maintenant, ben, comment est-ce que je peux vivre avec toi quand tu n'as plus de corps? C'est ça la question qu'on peut poser, en fait. Qu'est-ce qui est possible maintenant? Hmm, c'est intéressant. Je sais pas si, parce que je vois aussi le temps passer, puis je me dis comme c'est Mhm. vraiment, tu sais, ça amène tellement une nouvelle perspective, puis une façon de voir les choses que des fois c'est peut-être pas traditionnel, comme on peut dire, que comme tu dis que la société nous dit pas nécessairement, ah ben voici qu'est-ce qui se passe, c'est que les possibilités de connecter avec ton fils et tout, tu sais, par la suite. Est-ce qu'il y aurait un dernier message que tu aimerais partager à les personnes qui nous écoutent, justement, quelque chose une édition que tu auras envie de partager pour peut-être les gens qui sont soit dans ce processus-là ou soit dans cette espèce de d'entre-deux ou l'importance de leur corps, ou peu importe, c'est comme y a-t-il quelque chose que tu auras envie de Alors, ce partager que comme je dernier voudrais dire, c'est message? déjà, moi, ce que je partage, c'est uniquement mon expérience. Donc, je Mhm. donne pas de leçons. Et puis, honnêtement, ben, on fait chacun comme on peut et de son mieux. Une autre perspective, là. Ouais. Et en même temps, c'est quand on a peur de quelque chose, voilà, on a peur de cette mort, on ne veut pas regarder, ça devient pire. Et que finalement, quand on ose regarder en face, quand on ose regarder ce qu'on craint le plus, quand on ose regarder ce qu'on redoute,
ben, parfois, alors je dis pas que c'est pas douloureux, mais c'est pas si terrible que ça, ou en tout cas, on se familiarise, on apprivoise, et ça devient autre chose. Et c'est vraiment aller aussi oser la gratitude. Hmm. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai dit, OK, il y a un cadeau dans cette mort, c'était pas forcément cette mort qui est un cadeau, mais il y a un cadeau là. Est-ce que je peux déjà remercier pour ce cadeau? Est-ce que je peux remercier pour tout ce que j'ai vécu aussi avant, déjà avec mon fils? Et remercier pour l'expérience que ça m'apporte, que je vais vivre avec. Et donc, la gratitude, elle m'a permis de vivre autre chose. C'est un peu, tu sais, comme quand tu as le crapaud et la princesse, en fait, elle va embrasser avec gratitude le crapaud. Et c'est là qu'il va se transformer en prince. Parce que si elle n'a pas de gratitude, mais ça va rester un crapaud et ça, tu vas être tout plein de bave et ça va être dégueulasse, quoi. Donc, c'est pas facile parce qu'il est très répugnant, le crapaud. Et cette C'est ça. mort-là, comme ça, c'est sûr, c'est très répugnant. Il y a des choses dans la vie. Mais si tu oses la gratitude, euh, alors même que tu te dis, bah ouais, ça me plaît pas comme cadeau, mais que malgré tout, tu vas avoir cet espace de gratitude, là, il y a autre chose qui peut arriver. Hmm. Mais merci. Merci beaucoup Bah, pour merci. ta présence. Je ne sais pas si les gens veulent justement aller te suivre un peu plus ou découvrir tes livres et tout. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, le plus facile, c'est avec mon nom, donc Jannick Dumay, Janick Donc, il y a ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram, c'est les trois endroits où c'est toujours avec mon nom, donc c'est vraiment facile de me trouver. Euh, voilà, le rendez-vous sur YouTube, c'est toutes les semaines. Je publie des vidéos d'à peu près une demi-heure où je parle toujours de tout ça. Et après, sur les réseaux, vous pouvez me suivre et voir mes livres, mes accompagnements et tout ce qu'il y a. Et puis m'envoyer un mail aussi. Et voilà. Super. Ben, merci beaucoup. Je mettrai les informations dans la description du podcast. Et merci pour ta présence puis ton ouverture durant cette discussion. Puis on se voit dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité.